Dans cet épisode de Gateway Books par Kirstance, nous mettons en lumière un chapitre sombre et souvent négligé de l'histoire. Une époque où la peur et la suspicion ont conduit à la persécution des femmes lors de l'un des procès de masse les plus meurtriers d'Europe. Nous explorerons 3 lectures captivantes: The Mercies de Kieran Millwood Hargrave, un roman inspiré des procès de sorcières de Vardeux dans les années 1600, Malleus Maleficarum, le texte médiéval infâme qui a alimenté les chasses aux sorcières à travers l'Europe, et The Witches of Vardeux d'Ingrid Hale, qui révèle comment la peur, l'hystérie et les accusations d'enfants ont alimenté les persécutions de sorcières les plus brutales de Norvège. À travers ces histoires, nous réfléchirons à la manière dont les sociétés dominées par la peur peuvent se retourner contre les leurs, laissant derrière elles des héritages d'injustice et de perte, et pourquoi il est important de se souvenir de ces récits. Bienvenue à nouveau sur Gateway Books par Kirstance, votre passeport de la fiction historique aux événements réels qui l'ont inspiré. Je suis votre hôte, Cindy Cruz, et aujourd'hui nous explorons un chapitre sombre et complexe de l'histoire qui s'est déroulé dans une région reculée du nord de la Norvège au milieu du XVIIe siècle. Ces événements, motivés par la peur et des dynamiques de pouvoir dangereuses, ont conduit à la persécution et à la mort d'innombrables femmes. Mais avant de plonger dans les histoires, il est important d'aborder le terme sorcière. Le mot lui-même porte le poids de siècles d'accusations et de peur. Et ce n'était pas un titre que ces femmes revendiquaient, mais un titre qui leur était imposé par une société en proie à la superstition et à la paranoïa. En réalité, ces femmes étaient des filles, des mères, des voisines et des amies. Elles faisaient partie de leur communauté jusqu'à ce que la peur déchire ces communautés. Tout au long de cet épisode, vous entendrez peut-être le mot sorcière dans le contexte historique ou comme titre d'un livre, mais chaque fois que possible, nous nous efforcerons de les appeler simplement des femmes, car c'est ce qu'elles étaient. En faisant attention à la manière dont nous parlons d'elles, nous espérons honorer leur vie plutôt que de les définir par l'accusation qui a conduit à leur mort. Maintenant, commençons. Aujourd'hui, nous parlons de Les Grâces, de Kieran Millwood Hargrave, un roman à la fois magnifique et envoûtant, ancré dans des événements historiques réels que peu de gens connaissent. L'histoire nous emmène à Vardeux, un village reculé de Norvège au début du XVIIe siècle. C'était une époque où la peur et la suspicion ont conduit à l'un des procès de sorcières les plus meurtriers d'Europe, et les événements qui ont inspiré le livre sont tout aussi déchirants que l'histoire elle-même. Commençons par un peu de contexte, car cela prépare vraiment le terrain pour ce qui va se dérouler. En 1617, une tempête brutale a frappé Vardeux, tuant environ 40 pêcheurs, presque toute la population masculine du village. Du jour au lendemain, les femmes ont dû se débrouiller seules, forcées de prendre en charge des tâches qu'elles n'avaient jamais faites auparavant. Elles devaient pêcher, réparer les filets et, en gros, gérer le village sans les hommes. C'était un changement énorme par rapport à ce qui était censé être. Maintenant, au lieu d'être vues comme résilientes et ingénieuses, leur capacité à s'adapter était perçue avec suspicion. Certains pensaient que ce n'était pas naturel, que d'une manière ou d'une autre, leur nouvelle indépendance avait attiré le mal. Les choses prirent une tournure plus sombre quelques années plus tard, lorsque les autorités envoyèrent un nouveau commissaire, Absalon Cornet, dans la région. Sa mission était de rétablir l'ordre et, dans son esprit, d'éradiquer tout signe de sorcellerie. Absalon était fortement influencé par le tristement célèbre Malleus Maleficarum, un texte médiéval qui considérait la sorcellerie comme une menace réelle et terrifiante. Comme vous pouvez l'imaginer, sa présence n'était pas vraiment rassurante. C'était plutôt comme une tempête en soi qui suscitait la peur et la paranoïa. Le personnage central du livre est Maren, une jeune femme qui perd son père, son frère et son fiancé dans la tempête. Du jour au lendemain, sa vie change complètement. Elle et les autres femmes doivent prendre les choses en main et d'une certaine manière, leur chagrin devient la force motrice qui permet à la communauté de continuer. Ce n'est pas facile, mais elle s'adapte. Maren devient l'une des leaders silencieuses, quelqu'un qui équilibre son propre chagrin avec le besoin de survivre. Puis il y a Ursa, la femme d'Absalom, qui arrive à Vardeux en se sentant aussi dépaysée qu'on pourrait l'imaginer. Elle vient de la ville, n'est pas habituée à la rudesse de ce village isolé et n'est certainement pas préparée pour la mission de son mari. Ursa est d'abord submergée par le froid, par l'indépendance des femmes, par la dureté d'Absalom, mais peu à peu, elle et Maren forment un lien. C'est fragile au début, juste 2 femmes essayant de comprendre leur nouvelle réalité. Mais à travers leur amitié, nous voyons le village à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, ce qui ajoute beaucoup de profondeur à l'histoire.
Ce qui ressort vraiment dans The Mercies, c'est comment la peur peut consumer une communauté. Après la tempête, les femmes de Vardeux se serrent les coudes parce qu'elles n'ont pas le choix. Leur survie en dépend. Mais quand Absalom arrive, il interprète leur résilience comme une rébellion. Pour lui, les femmes qui pêchent et gèrent leur propre vie, c'est contre nature et même pécheur. Il voit l'influence du diable là où il n'y a que pragmatisme et chagrin. Cela montre comment la peur peut déformer les perceptions et comment ceux qui détiennent le pouvoir peuvent utiliser cette peur pour justifier des actions horribles. Ce n'est pas seulement une question de pouvoir, cependant. Il s'agit aussi de deuil et de la manière dont il façonne les gens. La perte de marraine et Brute est toujours présente, mais elle la canalise en faisant quelque chose qui doit être fait. Ursa, quant à elle, fait son deuil à sa manière, non seulement pour la vie qu'elle a laissée derrière elle, mais aussi pour la version d'elle-même qu'elle pensait devenir. Le contraste entre la force pratique de Marraine et l'endurance silencieuse d'Ursa rend leur connexion encore plus poignante. Elles représentent toutes deux différentes façons de faire face à la perte et au changement, et leur amitié devient une sorte de refuge face à l'hostilité croissante qui les entoure. Absalom est un personnage guidé par ses convictions. Il croit vraiment qu'il accomplit l'œuvre de Dieu, ce qui le rend encore plus dangereux. Dans son esprit, il sauve Vardeux du mal, mais il ne s'arrête jamais pour se demander si le mal qu'il combat existe réellement. Sa certitude l'aveugle à la réalité, et c'est en grande partie ce qui rend sa présence si étouffante. On peut presque sentir la tension monter chaque fois qu'il entre en scène. Le livre montre également de manière incroyable comment de petites actions apparemment insignifiantes peuvent être transformées en preuve de culpabilité. Un geste, un regard, un moment de compassion, sous le regard scrutateur d'Absalom, rien n'est à l'abri, et c'est ce qui rend la peur si insidieuse. Ce ne sont pas seulement les accusations directes, c'est la lente érosion de la confiance entre les voisins, entre les amis. Hargrave capture magistralement ce sentiment d'effroi où chaque choix semble être un risque. Ce livre est écrit d'une manière qui vous captive vraiment. Le langage de Hargrave est lyrique, mais ancré dans la réalité. Vous ressentez les vents glacés de Vardeux, l'isolement, la manière dont la mer à la fois nourrit et menace. Son souci du détail vous donne l'impression d'être là, aux côtés de Marraine et Ursa, essayant de préserver le peu de normalité qui leur reste. Le dialogue semble authentique, et il y a une intensité silencieuse dans chaque interaction. Même quand rien n'est dit, on ressent le poids de l'innommé. La véritable force de Les Grâces réside dans la manière dont il capture la nature insidieuse de la peur, comment elle s'infiltre dans la vie quotidienne, transformant les voisins en ennemis et la gentillesse en méfiance. À travers les expériences de Marraine et Ursa, nous voyons à quel point le pouvoir peut corrompre lorsqu'il est motivé par la certitude et l'intolérance. C'est une histoire qui nous pousse à réfléchir sur la manière dont les communautés peuvent se déchirer lorsque la peur prend le dessus. Cette mentalité alimentée par la peur n'est pas apparue de nulle part. Elle a été façonnée et nourrie par un texte notoire qui a jeté les bases de siècles de persécution, le Malleus Maleficarum. Examinons de plus près ce manuel infâme et comment il est devenu un instrument de peur et de contrôle. Si nous voulons comprendre pourquoi la peur de la sorcellerie est devenue si profondément enracinée en Europe, le Malleus Maleficarum est le livre à examiner. Écrit en 1487 par deux moines dominicains, Jarisch Kramer et Jacob Springer. Le Malleus Maleficarum était essentiellement un manuel pour identifier, poursuivre et punir les prétendues sorcières. Il est difficile de surestimer l'impact de ce livre. Il est devenu la référence incontournable pour les chasseurs de sorcières et les inquisiteurs à travers l'Europe pendant des centaines d'années. À une époque où la peur et la superstition étaient omniprésentes, ce texte offrait quelque chose qui ressemblait à de la certitude. Il était structuré, autoritaire et présenté comme un guide théologique et juridique, mais ce n'était pas seulement une œuvre académique, c'était un appel à l'action. Ce qui est intéressant, c'est que le Malleus Maleficarum n'a pas été immédiatement accepté. En fait, lorsque Kramer l'a écrit pour la première fois, l'Église n'était pas entièrement d'accord. L'Église catholique avait été quelque peu sceptique à propos des accusations de sorcellerie jusqu'à ce moment-là, du moins officiellement. Mais Kramer était déterminé à légitimer son travail, alors il obtint une bulle papale du pape Innocent VIII en 1484
qui condamnait la sorcellerie comme un crime grave. Il a joint ce décret à son livre, donnant l'impression que l'Église approuvait pleinement ses idées, même si ce n'était pas tout à fait exact. La motivation de Cranmer venait de sa frustration personnelle. En tant qu'inquisiteur, il avait eu du mal à condamner des femmes pour sorcellerie à Innsbruck, où ses méthodes et son obsession de la culpabilité féminine étaient fortement critiquées. L'évêque local l'avait même expulsé, le déclarant inapte à ce rôle. Ainsi, d'une certaine manière, le Malleus Maleficarum était sa réponse à cet échec, une façon de rendre ses méthodes légitimes et nécessaires. Le titre lui-même est révélateur. Malleus Maleficarum signifie « le marteau des sorcières ». Il implique la force, la destruction et une intention claire d'écraser ce qui était perçu comme maléfique. Ce livre était divisé en 3 parties. La première traitait de prouver que les sorcières existaient et représentaient une menace. La deuxième se concentrait sur l'identification des sorcières et de leurs supposés pouvoirs, et la troisième donnait des instructions détaillées sur la manière de les poursuivre et de les punir. Ce qui est particulièrement effrayant, c'est que le Malleus Maleficarum présentait la sorcellerie comme un crime principalement commis par des femmes. Le livre soutenait que les femmes étaient plus susceptibles au mal en raison de leur esprit prétendument plus faible et de leur nature plus charnelle. Il dépeignait les femmes comme intrinsèquement imparfaites et facilement corrompues, ce qui non seulement alimentait la misogynie, mais rendait également facile de cibler celles qui ne se conformaient pas aux normes sociales. L'un des aspects les plus troublants est la manière dont le livre combinait théologie et une sorte de logique pseudo-scientifique. Cranmer et Springer n'ont pas seulement affirmé que les sorcières existaient, ils ont exposé des raisons élaborées pour lesquelles les femmes étaient plus susceptibles de devenir des sorcières. Ils se sont appuyés sur des histoires bibliques, la philosophie naturelle et même des croyances populaires pour construire leur argumentation. Et parce que le livre se présentait comme à la fois religieusement et intellectuellement rigoureux, il avait une autorité terrifiante. La deuxième partie du Malleus Maleficarum était essentiellement un guide pour identifier les sorcières. Il énumérait des signes à surveiller, comme avoir une marque de naissance ou se comporter de manière étrange. Il affirmait que les sorcières pouvaient contrôler le temps, nuire au bétail et provoquer des maladies par des malédictions. Si une femme ne montrait pas une peur ou une humilité appropriée lorsqu'elle était accusée, cela était en soi suspect. La logique était circulaire et impossible à réfuter. Si une femme niait être une sorcière, cela était considéré comme une preuve de sa ruse. Si elle avouait, elle était coupable, il n'y avait aucune issue. Ensuite venaient les méthodes pour obtenir des aveux, qui impliquaient souvent des tortures brutales. Le livre justifiait la torture comme un mal nécessaire, affirmant que les sorcières étaient intrinsèquement trompeuses et devaient être forcées de révéler la vérité. Une fois une confession obtenue, l'exécution suivait généralement. Le livre insistait sur le fait qu'aucune pitié ne devait être montrée car les sorcières représentaient une grave menace pour la communauté. Le Malleus Maleficarum s'est rapidement répandu après son impression grâce à la technologie relativement nouvelle de l'imprimerie. Son influence a grandi au 16e et 17e siècle, coïncidant avec des périodes de bouleversements sociaux, de conflits religieux et de tensions économiques. Lorsque les gens se sentaient incertains ou menacés, ils cherchaient des explications et le livre en fournissait une, bien que défectueuse et dangereuse. Son plus grand impact résidait dans sa capacité à transformer la peur en violence structurée. Au lieu d'accusations aléatoires, il créait une sorte de plan pour la persécution. Cela a légitimé l'idée que l'indépendance des femmes ou leur non-conformité était intrinsèquement maléfique. En pratique, cela signifiait que les femmes qui vivaient seules, pratiquaient la guérison traditionnelle ou ne correspondaient pas aux rôles sociaux attendus devenaient des cibles privilégiées. L'impact culturel fut immense en Allemagne, en Suisse, en France et en Écosse, où les chasses aux sorcières s'intensifièrent avec des milliers de femmes exécutées sur la base d'accusations enracinées dans les idées promues par ce livre. Les juges, les inquisiteurs et les autorités locales les traitaient comme des faits, et une fois les accusations lancées, elles étaient presque impossibles à réfuter. Alors, pourquoi le Malleus Maleficarum est-il devenu si influent? En partie à cause du timing. Il est apparu à une époque où l'Europe était déjà aux prises avec des troubles religieux, la réforme protestante, la contre-réforme catholique et un sentiment général d'instabilité.
les accusations de sorcellerie sont devenues un moyen d'expliquer les malheurs, qu'il s'agisse d'une récolte ratée, d'une épidémie ou d'un conflit personnel. Le langage pseudo-juridique du livre donnait de l'autorité à des peurs irrationnelles, transformant des rumeurs en preuves. Il exploitait également une misogynie profondément enracinée. L'idée que les femmes étaient intrinsèquement enclines au péché n'était pas nouvelle, mais le Malleus Maleficarum l'a amplifiée, transformant des croyances misogynes en justification légale pour la torture et l'exécution. Le livre insistait sur le fait que les femmes étaient plus susceptibles de conclure des pactes avec le diable en raison de leur supposée faiblesse. Il est troublant de penser à quel point ce texte a renforcé des stéréotypes nuisibles pendant des siècles. Le fait que le livre prétendait être à la fois une autorité théologique et juridique le rendait particulièrement dangereux. Il se présentait comme une vérité indéniable, ce qui signifiait que contester ses conclusions n'était pas simplement une question de désaccord, c'était être perçu comme prenant parti pour le mal. De nombreuses façons, le Malleus Maleficarum a préparé le terrain pour les chasses aux sorcières modernes en présentant la peur et les soupçons comme des devoirs moraux. Même lorsque les idées des Lumières ont commencé à remettre en question la superstition, l'héritage du Malleus Maleficarum a perduré. La perception des femmes comme étant intrinsèquement trompeuses ou moralement faibles a persisté, même après que la peur de la sorcellerie se soit estompée. Les dommages sociaux avaient été faits, et il ne s'agissait pas seulement des procès de sorcières, mais de la manière dont l'indépendance et le savoir des femmes étaient systématiquement réprimés. Comprendre le Malleus Maleficarum est crucial car cela nous aide à voir comment la peur peut être codifiée en loi, transformant les préjugés en politique. C'est un rappel sombre que, une fois la peur institutionnalisée, il devient incroyablement difficile de la contester. Ce livre ne faisait pas que refléter les croyances existantes, il les façonnait activement, poussant les communautés vers la violence et la persécution. Et cet état d'esprit n'a pas simplement disparu lorsque les chasses aux sorcières ont finalement décliné. La même logique qui présentait les femmes comme intrinsèquement dangereuses ou sujettes à la corruption a trouvé de nouvelles formes dans les sociétés ultérieures. C'est pourquoi étudier ce texte, c'est plus que simplement regarder l'histoire. C'est examiner comment le pouvoir peut manipuler la peur pour justifier des actes terribles. Lorsque nous revenons sur les procès de Vardeux, il est impossible d'ignorer comment les idées du Malleus Maleficarum ont influencé l'état d'esprit des autorités. Absalom Cornette, le commissaire dans The Mercies, incarne l'héritage du livre. Un homme tellement convaincu de sa droiture qu'il ne peut voir l'humanité des femmes qu'il persécute. C'est un rappel glaçant que, une fois la peur enracinée, elle peut être manipulée pour justifier presque n'importe quoi. Ensuite, nous examinerons comment la même peur s'est manifestée spécifiquement lors des procès de sorcières de Vardeux et comment les histoires des femmes impliquées ont été mémorisées et réexaminées dans Les sorcières de Vardeux par Ingrid Hale. Les sorcières de Vardeux abordent les événements sous un angle différent, offrant un récit minutieusement documenté de ce qui s'est passé tout en soulignant l'impact durable sur la communauté. Contrairement à Les Miséricordes, qui utilisent une narration fictive pour donner vie aux événements, le travail de Hale est ancré dans l'analyse historique et les témoignages réels. C'est une plongée profonde dans la manière dont la peur et la suspicion se sont installées et comment les échos de ces événements tragiques se font encore sentir aujourd'hui. Ce qui distingue Les sorcières de Vardeux, c'est son accent sur le fait que ces procès n'étaient pas simplement le résultat d'un événement singulier ou de quelques hommes puissants imposant leur volonté. Au lieu de cela, Hale révèle comment la peur s'est infiltrée dans le tissu de toute la communauté, influençant non seulement les autorités, mais aussi les gens ordinaires de Vardeux. Ce livre remet en question l'idée que les chasses aux sorcières étaient purement imposées d'en haut. Au lieu de cela, il révèle comment des villageois ordinaires, poussés par la peur et le désespoir, sont devenus complices de la tragédie. L'un des aspects les plus convaincants du récit de Hale est la manière dont elle met en avant les expériences de ceux qui étaient les plus vulnérables pendant cette période. Les femmes déjà marginalisées au sein de leur communauté et surtout les enfants qui sont devenus les témoins clés des procès. Hale ne se contente pas de raconter les faits, elle décrypte les dynamiques sociales qui ont conduit les enfants à accuser des adultes, parfois même leur propre mère. Pour comprendre pourquoi ces accusations ont pris racine, il faut examiner l'atmosphère psychologique de l'époque. L'environnement difficile d'Ardo nécessitait un effort communautaire pour survivre, mais il engendrait également une sorte de suspicion qui pouvait facilement devenir incontrôlable. Après la tempête dévastatrice qui a tué la plupart des hommes, les villageois restants ont dû faire face non seulement au chagrin, mais aussi à une profonde perturbation de leur structure sociale. Le besoin d'explications pour justifier leur souffrance,
les rendait susceptibles à l'idée que quelque chose de maléfique avait infiltré leur vie. Dans cet environnement tendu, les enfants devenaient particulièrement vulnérables à l'influence. Hale souligne comment des adultes, poussés par un besoin désespéré de réponse, poussaient parfois les enfants à confirmer leurs pires craintes. D'autres fois, les enfants croyaient sincèrement avoir vu des signes de sorcellerie, influencés par les histoires et les superstitions qui circulaient autour d'eux. Une fois qu'un enfant faisait une accusation, il était presque impossible de revenir en arrière. Toute hésitation ou changement de récit était interprété comme un signe que le diable lui-même essayait de protéger son serviteur. Un cas qu'Hale explore concerne une jeune fille nommée Ingeborg, qui avait à peine 12 ans lorsqu'elle est devenue une figure centrale en accusant plusieurs femmes. Son histoire est déchirante car, à travers la reconstruction minutieuse d'Hale, nous voyons comment l'incertitude initiale d'Ingeborg a été transformée en certitude par des interrogatoires répétés et la pression des adultes. Une fois l'accusation lancée, d'autres enfants ont suivi. Parfois, ils répétaient ce qu'ils avaient entendu ou inventaient des détails pour correspondre à ce qu'ils pensaient que les adultes voulaient entendre. La représentation d'Ingeborg et des autres jeunes accusateurs par Hale est profondément humaine. Elle ne les présente pas comme des méchants ou des manipulateurs. Elle montre comment ils étaient pris dans un réseau de peur et d'attente. La pression pour fournir des réponses expliquant pourquoi de mauvaises choses continuaient à se produire devenait insupportable. À bien des égards, ces enfants étaient aussi des victimes manipulées par des adultes qui les voyaient comme des instruments pour révéler des vérités supposées. Ce qui rend cette situation encore plus complexe, c'est la manière dont ces accusations s'alignent avec les tensions sociales existantes. Certaines des femmes accusées étaient déjà perçues comme des étrangères ou des fauteurs de troubles. Dans une petite communauté comme Vardeux, où les actions de chacun étaient scrutées, être différent pouvait être dangereux. Si une femme ne respectait pas strictement les normes sociales ou critiquait ouvertement les autres, cela pouvait suffire à en faire une cible. Lorsque les enfants pointaient du doigt, il ne fallait que quelques histoires corroborantes pour sceller leur sort. Un autre aspect fascinant de Les sorcières de Vardeux est la manière dont Hale examine le rôle de l'Église. Contrairement à d'autres procès de sorcières où l'Église adoptait une position plus prudente, à Vardeux, le clergé local renforçait souvent la peur de la sorcellerie. Les sermons prêchaient sur l'influence du diable et tout signe de dissidence était interprété comme une alliance avec le mal. Hale montre comment la foi, au lieu d'offrir du réconfort, est devenue un outil pour justifier la violence et l'ostracisme. L'un des passages les plus poignants du livre est lorsque Hale aborde les conséquences des procès. Une fois l'hystérie retombée et les procès terminés, la communauté a dû faire face à ce qu'elle avait fait. Les familles étaient brisées, les voisins ne pouvaient plus se faire confiance, et la culpabilité collective a laissé des cicatrices profondes. Hale ne se dérobe pas aux conséquences à long terme de cette trahison. Pendant des années, Vardeux a eu du mal à aller de l'avant, hanté non seulement par le souvenir des procès, mais aussi par la conscience qu'il s'était retourné contre les leurs. Grâce à des interviews avec des descendants contemporains et des recherches dans les archives, Hale découvre comment la mémoire de ces événements perdure. Des générations plus tard, les habitants de Vardeux parlent encore des procès de sorcières avec un mélange de honte et de tristesse. Il y a un sentiment de deuil non résolu, non seulement pour les femmes qui sont mortes, mais aussi pour la communauté qui a perdu son sens de la solidarité. L'écriture de Hale est soignée et nuancée. Elle ne sensationnalise pas la violence ou les accusations. Au lieu de cela, elle se concentre sur la compréhension de la manière dont une communauté qui fonctionnait autrefois comme un collectif s'est effondrée lorsque la peur a pris le dessus. Ce faisant, elle remet en question l'idée que les chasses aux sorcières étaient uniquement motivées par le fanatisme religieux. Elles concernaient également le pouvoir, le contrôle et la rupture des liens sociaux. L'un des enseignements les plus puissants de Les sorcières de Vardeux est qu'il nous oblige à affronter la vérité inconfortable que des gens ordinaires peuvent être emportés par une cruauté extraordinaire. Il est facile de regarder en arrière et de penser que nous aurions agi différemment, mais la reconstruction minutieuse de Hale montre que lorsque la peur devient une force directrice, la moralité devient malléable. Le livre ne se contente pas de critiquer le passé, il nous pousse à réfléchir à la manière dont les communautés d'aujourd'hui réagissent à la peur et comment le bouc émissaire persiste sous différentes formes. En réfléchissant aux femmes qui sont mortes, Hale ne les réduit pas à des victimes. Elle dépeint leur résilience, leur vie quotidienne avant les accusations et les petits actes de résistance qu'elles ont manifestés, même lorsque le monde s'est retourné contre elles. C'est un hommage respectueux et puissant aux femmes qui étaient bien plus que de simples sorcières accusées. Elles étaient des filles, des mères et des membres essentiels de la communauté. En se concentrant sur les histoires humaines plutôt que sur les procès eux-mêmes,
Hale nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement une série de dates et de faits, mais une tapisserie d'expériences humaines, chacune avec son propre poids et sa complexité. Cette approche rend Les Sorcières de Vardeux non seulement informatifs, mais profondément émouvants. Le livre nous laisse avec une question importante. Comment nous souvenons-nous de ces femmes? Les voyons-nous comme des victimes malheureuses de la superstition, ou les reconnaissons-nous comme des personnes qui ont vécu, aimé et essayé de survivre dans un monde devenu hostile? Le travail de Hale est un effort pour récupérer leurs histoires du label de sorcières et nous rappeler que leur humanité était réelle, même si l'histoire a essayé de l'effacer. Ensuite, nous examinerons comment les histoires de The Mercies, du Malleus Maleficarum et des sorcières de Vardeux se croisent, révélant que la peur de la sorcellerie n'était pas seulement un phénomène isolé, mais faisait partie d'un héritage culturel plus large qui résonne encore aujourd'hui. Il est difficile de s'éloigner de ces histoires sans ressentir une certaine lourdeur, non seulement à cause de ce qui s'est passé, mais aussi à cause de ce qu'elles révèlent sur la nature humaine. Les procès de sorcières de Vardeux ne concernaient pas seulement la superstition ou la cruauté isolée. Ils portèrent sur la peur façonnant la réalité, sur des communautés se déchirant de l'intérieur. Ce qui nous marque le plus, c'est la facilité avec laquelle la peur et le pouvoir peuvent déformer la vérité et comment les échos de cette peur peuvent perdurer pendant des générations. Ces femmes n'étaient pas seulement des victimes des circonstances, elles étaient des individus dont les vies ont été définies par des accusations enracinées dans la peur. Au final, 17 femmes ont perdu la vie, exécutées non pas à cause de ce qu'elles étaient, mais à cause de ce que la peur faisait croire aux gens à leur sujet. Explorer ces livres nous amène à réfléchir sur la manière dont nous, en tant que communauté, réagissons à la différence et à l'incertitude. Sommes-nous prompts à juger, à étiqueter, à condamner, ou pouvons-nous prendre du recul et nous rappeler que derrière chaque histoire de peur et de persécution se trouvent des vies humaines, de vraies personnes dont les histoires méritent d'être vues avec honnêteté et empathie. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir à cette histoire avec nous. Ces histoires sont peut-être ancrées dans le passé, mais elles continuent de nous poser des questions importantes aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode de Gateway Books par Crestance, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos impressions avec nous. Nous adorons savoir comment ces histoires résonnent en vous. Chez Crestance, nous nous consacrons à créer des espaces qui inspirent votre amour de la lecture. Des lieux où vous pouvez vous immerger dans des histoires, réfléchir à l'histoire et explorer de nouvelles perspectives. Que ce soit à travers des accessoires réfléchis ou de la décoration intérieure, nous croyons que votre espace doit célébrer votre passion pour les livres. Visitez crestance.com pour découvrir des pièces qui rendront votre coin lecture encore plus accueillant. Merci de faire partie de cette aventure avec nous. À la prochaine, continuez à lire, à réfléchir et à partager des histoires qui vous défient et vous inspirent.